Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez levé le sourcil lors de la conférence de presse du Premier ministre auquel vous assistiez comme président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est vous qui, article par article, allez ausculter de très près ce projet de loi de finances. Vous avez commencé à le faire avec les documents qui vous sont transmis, avec l'audition d'Amélie de Montchalin, la ministre du Budget. Un mot pour le qualifier, ce budget. Hier, l'opinion titrait « Budget de rigueur, mais pas d'austérité ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, c'est un budget d'austérité. La définition de l'austérité, c'est quand en gros les ménages ont moins finalement d'argent du fait même de la politique de l'État ou de prestations sociales et autres de distribution qu'ils en avaient l'année d'avant. Donc c'est bien ce qui va se passer, puisqu'en gros c'est attaqué par deux biais. C'est attaqué par la baisse des prestations, des pensions, etc. C'est attaqué par la baisse des services publics aussi, qui vont être amputés. Et donc Amélie tout ça... Montchalin promet qu'ils ne seront pas dégradés, les services publics. Quand on regarde dans le détail sur la dépense publique... Je vous arrête tout de suite, c'est totalement faux. Alors, tous les services vous répondez à ma question dégradés. et je vous donne la parole juste après. Ce qui frappe, c'est que dans le détail, et vous étiez à cette commission des finances, donc mieux que personne, vous avez entendu et regardé le détail, les dépenses publiques, elles ne baissent pas globalement en valeur. Elles augmentent moins vite. Les dépenses publiques de l'État, pour le dire autrement, on ralentit la hausse des dépenses publiques. Donc on se dit, il n'a pas sorti la tronçonneuse comme d'autres pays. Ce n'est pas la réalité. Alors, la réalité, 1693 milliards d'euros en 2025, 1722 en 2026 en dépenses publiques. D'accord. Alors, d'abord, les dépenses publiques, vous avez raison de le dire, depuis 2017, en réalité, par rapport au PIB, qui est la seule chose qu'il faut regarder, c'est pas en valeur brute, c'est par rapport au PIB, les dépenses publiques non seulement n'augmentent pas, mais elles ont même légèrement baissé de 0,5%. D'accord ? Bon, c'est ça la réalité. Ce budget, de manière très concrète, au niveau du budget de l'État, il ne va pas augmenter en valeur. Bon, ça veut dire qu'il ne va pas tenir compte de l'inflation, donc déjà, de fait, il y a une baisse. Ça, c'est la fameuse il ne va année même blanche. pas tenir compte du tendanciel. Le tendanciel, pour être clair, c'est le budget qu'on estimerait nécessaire pour remplir les mêmes besoins, parce que la population augmente, etc. Mais pire, c'est que comme il y a un ministère qui augmente considérablement, qui est le ministère de la Défense, plus 7 milliards, ces 7 milliards vont être compensés par plein d'autres ministères. Alors, par exemple, vous avez l'aide au développement, l'économie, le logement, la culture, le sport, l'agriculture. Bref, en dehors des ministères régaliens, tous les ministères qui font ce qu'on appelle l'État social, pour aller vite, eux, vont diminuer même en valeur. Donc, c'est bien un budget qui va amputer les services publics et principalement, d'ailleurs, les opérateurs. Et j'alerte là-dessus parce que sur les opérateurs, si on se souvient bien, il y a le côté un peu à la tronçonneuse, vous savez. Oui. Bon. Madame de Montchalin avait dit on va diminuer les budgets d'opérateurs de 2-3 milliards. Moi, je lui avais dit, c'est très curieux parce que le Sénat vient de faire une enquête et ils ont regardé ce qu'on pouvait essayer d'économiser, mais sans toucher les missions. Ils arrivent à 540 millions. Donc, je lui avais demandé comment vous comptez faire. Elle m'avait dit très clairement... les agences de l'État. Voilà, les agences, les opérateurs qui ont été créés. Vous savez, quand on a décidé qu'on ne remplaçait pas un fonctionnaire sur deux, on a créé des agences, on a externalisé, mais qui remplissent un rôle de service public. On n'a pas les détails, parce que c'est vrai qu'elle a abouti à plus d'économies, mais on ne sait pas quelles agences précisément. Alors, vous avez les détails ? Attendez, juste, je vous précise une chose pour le... Donc, elle était partie sur 2-3 milliards en m'expliquant qu'on allait quand même diminuer des missions. Et là, c'est 5 milliards. Donc, ça veut dire très clairement qu'il y a des agences qui vont être... Il n'y a pas une rationalisation à faire oui, mais justement, la rationalisation, c'est... Dans toutes ces agences, on a vu qu'il y en avait beaucoup, parfois elles se recoupaient. Voilà. Donc, la rationalisation... Donc, rationaliser, ça veut dire qu'il y aurait peut-être un peu moins de monde quand même, puisqu'il doit y avoir des doublons là-dedans. Alors, bon, ça, c'est le grand argument de ceux qui veulent le diminuer. Je ne dis pas que c'est vous, vous posez la question, et diminuer en général le rôle de l'État, mais justement, ce travail de rationalisation, c'est ce qu'a fait le Sénat. Et pas spécialement... le Sénat majoritaire de droite. On a reçu d'ailleurs à votre place. Ils ont rationalisé, ils estiment qu'on arrive à 540 millions. Si on va plus loin, ça veut dire qu'on supprime. Alors, je vous dis une agence qui risque fort d'être supprimée, on me l'a confirmé. Alors ça, c'est petit. L'Institut national de la consommation, qui produit 60 millions de consommateurs, risque fort d'être supprimé. Bon, alors on peut estimer que à l'heure de la malbouffe, etc., peut-être que c'est peut-être utile que l'État s'en mêle. On va entrer dans le détail. Donc, il y aura bien des agences supprimées. Il y a des missions qui vont être remises dans les ministères aussi. Non, mais c'est pas ce qui est prévu. Sur le diagnostic, est-ce que vous pensez, comme le Premier ministre, que c'est très grave, déjà 3 300 milliards de dettes. Est-ce que vous dites, oui, il va falloir regarder ça de près parce que la France peut être en danger sur sa souveraineté du fait de sa situation financière ? Il a même osé comparer ça avec la Grèce de 2013. Justement, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est ridicule. Et c'est même indécent vu les souffrances qu'a éprouvé le peuple grec. La dette de la Grèce en 2013, en équivalent aujourd'hui, c'est 3 fois notre dette
de déficit, c'est 13,4%. Nous, on en est à 5,4%. Le PIB de la Grèce, c'est la région Île-de-France. Ça veut dire que le patrimoine global, la richesse de la Grèce, si vous voulez, n'a aucun rapport avec la France. Donc comparer la situation en France aujourd'hui avec la Grèce pour faire peur aux enfants, c'est quelque chose qui est ridicule. Mais est-ce que sur le diagnostic, Alors je vous réponds sur le diagnostic. Déjà, vous estimez qu'il y a un risque pour notre souveraineté? Non, je pense qu'il n'y a aucun risque à court terme. Encore à court terme, il y a même moyen terme, il n'y a aucun risque. Les études, le FMI vient de sortir une note expliquant que pour l'instant, les risques d'être dégradés sont extrêmement faibles. Il y a différents trucs. Pourquoi? Parce que à chaque fois que la France émet un emprunt, il y a 3 fois plus de demandeurs qu'offres, parce que la France est considérée comme un placement très sûr. C'est pas bon signe. Mais les taux de remboursement de la dette, vous voyez bien que quand ça attaque un marché financier, ça ne prévient pas. Je vous réponds. Cette année, au Royaume-Uni, la charge de la dette, sans prévenir. Cette année, la charge de la dette, elle est inférieure à 0,3% de l'inflation. Ça veut dire que cette année encore, elle va nous coûter moins cher que l'augmentation de l'inflation. À partir de l'année prochaine, ça va légèrement augmenter. Voilà. Mais on n'est pas dans une situation... Il y a un problème quand même, c'est que dire, c'est pas très grave d'avoir une énorme dette, on la lègue aux autres générations quand même, forcé par définition. Alors, donc, déjà, je suis pas d'accord du tout avec cette notion-là, parce que faudra bien la dette qu'on lègue aux générations, c'est la dette écologique. À mon avis, c'est ça la plus grave. Ça fait 2. On est en train de creuser. Mais celle-là, elle n'est pas négociable. Donc, je vous explique pourquoi on la lègue pas aux générations à ce stade. Oui. C'est que tout le monde sait qu'on rembourse pas le stock de la dette. Tout le monde le sait. C'est-à-dire que la dette, elle est perpétuelle, tout simplement, parce qu'à chaque fois qu'on renouvelle la dette, au bout de 8 ans et demi, qui correspond à ces fameux 3 300 milliards, qui donc ne veulent rien dire réduit sur un an, parce que c'est sur 8 ans et demi. D'accord? C'est comme si vous me disiez, j'emprunte pour un appartement et j'emprunte 400 000 euros, et mes 400 000 euros, on me les calcule sur un an de revenus. C'est ridicule. Donc là, c'est le même problème. La dette, donc, le stock se renouvelle quelque part. Donc, il y a la charge de la dette qu'on rembourse, ça c'est vrai, et ça c'est pas nos enfants qui la payons, c'est nous maintenant. C'est nous, c'est nous qui maintenant la payons. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la dette en soi, c'est pas un problème, la dette. Parce que si la dette sert par exemple à investir, à construire des écoles, etc., on comprend que ça s'étend sur plusieurs années. Donc ce que dit le ministre... notre dette, c'est pas pour investir. Oui, donc ce que dit François Bayrou, c'est qu'une dette où le fonctionnement, chaque année, crée du déficit et donc est renfloué par la dette, c'est mauvais. Sauf que depuis 2017, c'est pas ça qui explique le déficit en France. C'est pas, je vous l'ai dit, les dépenses publiques par rapport au PIB n'augmentent pas. C'est les recettes qui nous manquent. Les recettes, parce qu'on a creusé de 3 points les recettes, 60 milliards qui nous manquent chaque année, et on les a creusés pour donner des avantages fiscaux aux plus riches, et notamment aux détenteurs de capitaux. Alors on va venir dans le détail, si vous voilà le problème. Bien. On dit aux Français... On a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et on vous invite tous à payer ces cadeaux fiscaux. Bon, on va revenir sur la question de la justice fiscale. C'est vrai que si ce budget n'est pas aperçu par les Français comme juste, il aura 2 murs, celui de l'opinion et celui du Parlement. C'est une évidence. Parlons des mesures qui crispent le plus, à en voir les sondages dès aujourd'hui, concernant le travail. La suppression des 2 jours fériés, déjà. Les Français, on le voit, sont vent debout. Est-ce que vous pensez vraiment que le Premier ministre ira jusqu'au bout, ou vous dites comme Marine Le Pen, c'est un leurre, il lance ça pour mieux le retirer après en négociant. Je dis ça bien avant Marine Le Pen. Non, je dis ça parce qu'à chaque fois que Marine Le Pen, au bout de 2-3 jours, dit des choses qu'on a dit avant, on nous dit, vous dites comme Marine Le Pen. C'est de la stratégie pour vous. Dès le jour de l'annonce, j'ai dit, à mon avis, je sens que c'est quand même la cerise mise sur le gâteau pour dire on a négocié quelque chose. Bon, maintenant, prenons-le quand même au sérieux, parce que ça induit une certaine logique. Là, j'entendais tout à l'heure le reportage précédent et la pauvre ministre qui ont dit... on n'a pas dit de monétariser la 5e semaine. Alors, sur les 2 jours François déjà. François Bayrou l'a dit. Alors, pourquoi il le dit ça? C'est que d'une certaine manière, on veut faire en sorte de faire payer le travail d'une manière ou d'une autre. Je vous l'ai dit, les cadeaux très importants qu'on a donnés, pas au capital en général, parce qu'on va m'accuser d'attaquer les PME et autres, mais on va dire le capital financier, pour celui qui développe depuis des années les profits en dividendes et qui ne rejaillissent pas dans l'économie. Donc, c'est sur le travail qu'on entend faire peser ça. Et les 2 jours, ça correspond à ça, puisque ça serait, qu'on comprenne bien, ça serait 2 jours fériés que les Français travailleraient qui ne leur seraient pas payés. Voilà, c'est ça le bilan. C'est travailler plus pour gagner pareil. Ils ne seraient pas payés, pas payés plus, ils auraient leur salaire normal à la fin du mois. Quelque chose me dit qu'effectivement, ce ne sera pas dans peut-être la copie finale. Fanny, peut-être sur la monétisation, parce que ça a vraiment
énormément fait réagir. Sur la monétisation, c'est vrai qu'il y a un tiers des Français qui déjà ne prennent pas tous leurs congés payés. Donc on peut se dire que peut-être il y a une possibilité. S'ils peuvent, dans certaines entreprises, il y a des accords d'entreprise. D'ailleurs, ça ne peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Hein. S'il y a une monétisation d'une 5e semaine, il faut que ça se fasse par des accords entre partenaires sociaux, voire des accords d'entreprise. Ça, pour vous, c'est inentendable, le fait que ça passe par des accords entre partenaires sociaux ou accords d'entreprise? Alors je pense que c'est inentendable parce que quelque part, en réalité, progressivement, c'est l'idée qu'on revient sur les congés payés. Je dis ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé sur les 35 heures, si vous réfléchissez bien. Au début, on a dit, mais les gens ne les prennent pas toutes, etc. Donc ça serait peut-être pas mal qu'on les paye en heures supplémentaires. Donc on l'a fait. Et puis après, on a baissé le taux des heures supplémentaires. Et puis là, maintenant, j'ai vu, c'est Mathieu Lefebvre qui dit, ce qui est vraiment le vieux rêve la fin des 35 heures. Des extrêmes, de l'extrême centre, on va finir les 35 heures. C'est-à-dire, en gros, ils veulent en finir avec le cadre hebdomadaire. Voilà, c'est ça, qui est dans ma commission, qui défend ces positions très, très néolibérales. Donc, en fait, leur rêve, c'est de revenir sur la semaine, les horaires légaux sur une semaine, qui est normalement le cadre à peu près légaux. Et c'est pareil sur les congés payés. Vous gagnez plus. Oui. Là, vous gagnez plus. Je vous réponds sur les deux choses. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on vous dit pour gagner plus. Semaine, elle vous revient. Bien sûr. Donc au début, on vous dit, tiens, cette semaine, 5e semaine, on va la monétiser. Et vous verrez qu'après, en réalité, on mettra la question la semaine elle-même. Voilà. Comme oui, mais surtout, Éric Coquerel, c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'en fait, quand vous dites ça, on a l'impression qu'il faudrait absolument baisser le taux horaire. Mais la réalité, c'est que les pays qui fonctionnent très bien économiquement travaillent plus que nous. Non, ont des taux horaires. Si, les États-Unis, c'est manifeste, l'Allemagne, c'est manifeste. Donc moi, je veux bien qu'on s'invente une économie. Je veux bien qu'on s'invente une économie. Non, mais moi, j'invente aucune économie. Si, puisque vous avez une vision de l'économie avec vos propres... Non, mais d'après ce que vous me dites. Voilà, mais vous l'inventez. D'accord. Non, je l'invente pas. Quand vous me dites qu'il n'y a pas de risque financier sur la dette, qu'il n'y a pas de risque de dérapage, je vois bien une position idéologique intellectuelle. Peur aux gens. Allez-y. Moi, c'est juste un constat. Je n'invente pas. Vous avez une vision de l'économie qui n'est pas la même que la mienne. Souffrez que ça soit de visions différentes. Allez-y. Ce que je constate, si vous voulez, c'est que la vision qu'a priori peut-être vous défendez, j'en sais rien, mais en tout cas celle qui s'impose, parce que alors là, François Bayrou, l'autre jour, il a présenté quelque chose, on a l'impression qu'il ne gouverne pas depuis 2017. Mais c'est la même politique, c'est une politique qui s'applique depuis 2017. Bon, c'est intéressant de voir le bilan, puisqu'on nous propose d'aller encore plus loin. Ça a changé en 2018. Vous conviendrez que la politique de l'offre, c'est vraiment 2017-2018, et ensuite ça change. Non, la politique, la grande tendance de cette politique... La baisse du coût du travail, avec les aides aux entreprises. Elle est simple. Effectivement, il y a la parenthèse Covid, mais la grande tendance de cette économie, elle est simple, et elle a même été théorisée. Bruno Le Maire l'a théorisée, donc au moins c'est appréciable, on a un débat. Il dit, il faut attirer les capitaux, parce qu'une fois qu'on va attirer les capitaux, ça va créer de l'investissement et de l'emploi. Bon, le chômage a baissé. On a attiré. Mais non, le chômage, c'est pas vrai. Le chômage est en train de redémarrer. Il va être il redémarre, mais il était au-delà de 10%. Les 2 millions d'emplois qu'on a créés, il y a 936 000 apprentis. Excusez-moi, les apprentis, je ne considère pas tout à fait que c'est les emplois tels qu'on l'imagine. D'accord. Il y a 700 000 auto-entrepreneurs. Les chiffres sont biaisés parce qu'ils sont gonflés par des... sont biaisés et regardons maintenant le constat économique où on en est aujourd'hui. Très bien, on avance. Fanny Guinochet, je voudrais qu'on parle quand même de ce qu'il y a dans ce budget, que vous puissiez y réagir. L'industrie, pour la première fois depuis la Ve République, est en dessous de 10% du PIB. Le chômage remonte. Le taux de pauvreté a explosé de 650 000 personnes l'an dernier, est à 15,4%. Et une chose qu'on ne cite souvent pas, et qui montre d'ailleurs qu'en plus cette politique qui consiste à dire on va faire travailler plus les gens sans que, en réalité, ça produise une richesse suffisante, c'est que la productivité, pour la première fois en France, baisse depuis 3 ans. Et ça a des conséquences, parce que si la productivité baisse, vous pouvez toujours forcer les gens à travailler plus, en réalité. Mais c'est peut-être parce qu'on n'investit pas assez plus. Eh ben voilà, eh bien vous avez raison. Ça, et donc, investir, c'est la politique de l'offre. Eh bien, non, c'est pas forcément la politique de l'offre. Mais non, les Allemands, par exemple, là, vont investir considérablement. 86 milliards d'euros. Non, c'est pas s'ils vont en réalité. Les Allemands, ils les ont. Les Allemands sont en train de investir dans les infrastructures et ils vont aider les entreprises. Qu'importe, ils vont mettre de l'argent public à hauteur de 86 milliards d'euros. Cette année, ils vont monter jusqu'en 129 milliards. Ils ont mis de côté la règle d'or pour relancer leur industrie. L'augmentation directe de salaire. C'est donc une politique de la demande. C'est pas une aide à la consommation. Oui, évidemment. C'est la relance. Alors la relance par la demande. Attendez, essayons d'organiser cette discussion. C'est une politique. L'investissement, c'est pas la consommation. L'investissement, c'est la politique de la demande. Mais oui. Non, mais c'est une bonne chose que vous dites. La politique d'investissement, c'est une politique qui va créer de l'activité. Par exemple,
Moi, je pense que le grand oublié de ce budget, c'est l'argent pour la bifurcation écologique. L'an dernier, il y a eu moins 2 milliards d'investissements. Pisani-Ferry, économiste qui lui aussi n'est pas un économiste insoumis, explique qu'il faudrait 37 milliards de plus par an pour atteindre seulement de l'État. Et il propose une taxe écologique sur les revenus. Et là, on est à moins 2 milliards. Si vous investissez pour la bifurcation écologique, en isolation thermique, en énergie renouvelable, etc., vous produisez de l'activité économique. Bien sûr, oui. Vous produisez de l'emploi. Donc, vous produisez de la croissance. Pour investir, il faut de l'argent. Donc, c'est bien une politique de relance. Même si on creuse la dette, il faut des banques. Le plus grand problème... Oui, mais là, vous investissez en empruntant, alors. Alors, attendez. Les Allemands, ils ont de l'argent. Je vous réponds tous en même temps. Non. Pas tous en même temps. Je vous réponds à tout, justement. Moi, je ne dis pas que la dette est bonne en soi. D'accord ? Je dis que la dette qui sert uniquement à faire des cadeaux fiscaux plus riches, elle est mauvaise parce que, je viens de le dire, leur politique d'offre qui pensait que ça allait ruisseler, en gros, n'a pas fonctionné. Bon, donc, elle n'est pas bonne. Alors, est-ce que maintenant, la question de la dette telle qu'elle est-ce qu'elle est à résoudre forcément en comptant sur une politique de l'offre, toujours, une politique de rigueur, dans l'année, dans les 2 ans à venir? Je pense que ce n'était pas ça l'urgence. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas produire une politique qui va créer de la croissance, donc des recettes, donc des cotisations, des impôts, et qui après permettra de réduire les déficits, mais ça veut dire qu'on ne va pas faire les choses à l'inverse. Vous allez nous expliquer comment vous relancez l'économie dans votre contre-projet via les recettes. Vous faites en sorte de mettre de l'argent dans l'investissement. Vous avez au moins 70 milliards à récupérer, d'accord, sur les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches et aux grandes entreprises. Et je peux vous faire la démonstration pour revenir juste à 2017. Baisse de charges sociales sur les bas salaires. Allez-y. Les cadeaux aux entreprises. C'est un vocabulaire qui est un peu bizarre, franchement. Parce que, par exemple, vous avez cité les renouvelables. On aide les entreprises qui font... C'est un cadeau aux entreprises? J'ai entendu parler de cadeaux, je n'ai pas dit si. Si, vous utilisez les plus riches. Ah, d'accord, les cadeaux fiscaux plus riches. Non, alors parce que dans le débat public, on vient de dire il y a 11 milliards. Mais je ne vous ai pas parlé de cadeaux. 211 milliards d'aides versées aux entreprises. C'est le rapport du Sénat. C'est des cadeaux ou pas alors le problème, c'est que ces 211 milliards sont, pour la plus grande partie, sans contrepartie. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas, par exemple, les exonérations, elles sont sur des seuils, on ne regarde pas à quoi elles servent, on fait des exonérations de la même part. L'exonération en question, ça consiste à dire les gens qui sont au SMIC, la cotisation sera moindre. C'est une mauvaise idée, ça? Oui, mais c'est du salaire différé pour moi, donc ça veut dire quelque part qu'on prend sur le travail. Oui, c'est une mauvaise idée parce que, je vais vous dire pourquoi. Mais c'est fait pour aider l'embauche. Je vous dis pourquoi, c'est qu'à la place, permet l'embauche. À la place, on prend de la TVA. C'est la TVA qui compose, c'est l'impôt le plus injuste, qui fait que notre économie à la TVA. On privilégie l'emploi. N'est pas lié à l'embauche. Je pense que oui, mais attendez, ça n'a pas fini. C'est parce qu'on privilégie l'emploi, parce que c'est une mauvaise idée. Donc, mais c'est pas ce qui s'est passé. Non, il y a toutes les études, y compris de France Stratégie, qui ont été faites. Il n'y a pas eu assez d'embauche, mais on ne l'aurait pas fait, il y en aurait encore moins. Ah bah ça, c'est un autre débat, mais ne voit pas de création d'emplois. Non, je veux bien la vérité qu'on me... Non, mais la vérité, c'est que France Stratégie, vous pouvez regarder les chiffres de la DARES. Non, c'est pas vrai. Liée, si. Écoutez, vous avez une excellente étude, franchement, allez-y, de France Stratégie. En tout cas, le chômage, il a baissé depuis 2 ans. Et le chômage a baissé. Il y a la tendance à remonter. Le chômage a baissé notamment parce que, je vous dis, on a créé 700 000 auto-entrepreneurs et je pense que c'est une catastrophe parce que ça ne cotise pas. Donc, ça fait encore plus de trous dans la sécurité sociale, au-delà même du fait des conditions de travail des personnes qui travaillent là-dessus. On a dedans, il y a 936 000 apprentis. Et vous savez comme moi qu'on a changé les règles des retraites qui fait que ça baisse. Donc, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les entreprises, mais il faut les aider avec des choses en échange. Et non pas, par exemple, prenons le crédit impôt recherche, qui est un impôt théoriquement fait pour aider le développement de la recherche. D'accord ? Les plus grands bénéficiaires, c'est les très grandes sociétés, type Sanofi, qui ont supprimé, je ne sais plus combien... Il y a eu des abus, ça a été montré. Ah ben c'est plus que des abus. Ils ont supprimé je ne sais combien de laboratoires en France. Donc je suis pour remettre ça à plat. Non, mais le but de l'impôt recherche, c'est d'aider la recherche. C'est pas forcément de créer des emplois. Ça, c'est deux choses différentes. Oui, mais enfin, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas pour que Sanofi supprime 11 laboratoires. Pourquoi on n'arrive pas à s'attaquer à ce crédit d'impôt recherche ? Ça fait des années qu'on en parle des abus du crédit d'impôt recherche. Alors là, c'est un bon exemple. Pourquoi on ne le fait pas ? L'État n'est pas capable de contrôler, de conditionner ? Non, l'État, ça fait des années qu'on nous sort comme marronnier au printemps. Ah, on n'a pas de tabou, on veut bien le corriger, et puis on ne l'a pas corrigé à l'automne, tout simplement parce que ces grandes entreprises-là, on ne veut pas les toucher. Vous allez peut-être réussir cette année, puisque visiblement, il y a un débat pour répondre budgétaire. Les 211 milliards, je suis pour mettre ça à plat. Alors, on continue cette discussion. On a évoqué la question des dépenses publiques. On se rend bien compte qu'avec le projet ou le contre-projet de budget insoumis, là n'est pas vraiment le sujet. Le sujet est sur les recettes
fiscale. Donc l'année blanche, c'est niet, le jour férié, c'est niet, la monétisation, c'est niet. Je voudrais qu'on entende François Bayrou, parce qu'il a évoqué la justice fiscale et la hausse d'impôts des plus riches. Ce sujet vous tient à cœur, voilà ce que vous propose le Premier ministre. Cet effort de justice doit passer par une contribution des plus fortunés. Une contribution de solidarité sera créée, que nous définirons avec les commissions compétentes des deux assemblées. Et cette contribution devra faire participer à l'effort national les plus hauts revenus. Et comme je m'y suis engagé lors de l'adoption du budget, nous prendrons des mesures complémentaires pour lutter contre l'optimisation abusive des patrimoines non productifs. L'effort de la nation se doit d'être équitable, c'est-à-dire de demander peu à ceux qui ont peu et plus à ceux qui ont davantage. Voilà, il vous laisse la main. Il vous laisse la main pour définir cette contribution différentielle sur les très hauts revenus. Mais il a fixé le niveau. Il a même mis en plus un mécanisme d'optimisation, d'anti-optimisation. Ça veut dire qu'il garde les deux dispositifs. C'était plus que ce qu'on pouvait imaginer. En tout cas, ce que les spécialistes, ce à quoi on pouvait s'attendre. Ça suffit pas. Alors d'abord, on ne sait pas trop parce qu'on a reposé les questions le lendemain à Amélie de Montchalin et manifestement, c'est pas très clair. Mais surtout, il a fixé le niveau. Alors j'ai entendu qu'il fallait prendre beaucoup à ceux qui ont beaucoup et peu à ceux qui ont peu. Mais c'est l'inverse de ce que fait le budget. Parce que les 44 milliards, en tout et pour tout, il y a 4 milliards qui vont être pris sur les ultra-riches. 10%. Et tout le reste va être pris sur tous les Français. Par exemple. Donc c'est 4 milliards avec ces deux contributions, c'est ça? Optimisation fiscale. On peut vraiment dire, si vous voulez, alors, si après ça on regarde à qui a servi justement ces années Macron, on se dit que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a qui, pour payer la note, vont s'en sortir bien par rapport à d'autres. Et les autres, c'est les classes moyennes, les classes populaires, les défavorisés, etc., qui, eux, vont payer cash. Prenons par exemple la question, vous savez, des retraites. Ils ont dit, pour l'abattement de 10%, ils ont dit, OK, on supprime l'abattement de 10%, mais on fait une baisse forfaitaire de 2000. Nous, on a regardé, au-delà de 1 600 € de retraite, vous allez perdre. Est-ce que vous croyez vraiment que les privilégiés, c'est les gens qui gagnent? Corriger. Comment? C'est vous, les parlementaires. C'est vous qui aurez la copie. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est exactement la méthode de Bayrou. Mais non, ça, c'est pas la méthode de Bayrou. À budget constant, vous avez la possibilité d'amender. Budget constant, oui, c'est ça. Donc on va accepter toutes les baisses et puis on va jouer dedans. C'est pas la méthode de Bayrou parce que cette méthode-là, nous, on l'a testée. On l'a testée sous le gouvernement Barnier. On a changé leur budget. L'Assemblée a changé le budget. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On nous a fait un 49.3, on a remis le même budget. Donc ça va, si vous voulez, on a mis la loi spéciale. Oui. Non, ça, je vous parle au moment de Barnier, la loi spéciale. Oui, mais il va y avoir une espèce de deal non dit pour l'instant. Attendez, non dit pour l'instant, consistant à dire, si vous faites suffisamment de changements, on ne votera pas la censure. Peut-être qu'il y aura une motion de censure. Mais par exemple, les socialistes, c'est eux qui peuvent changer d'avis sur la question. On laissait entendre qu'éventuellement, tout en étant très négatif, qu'éventuellement, s'il y avait des changements importants, ils ne voteraient pas la censure. Oui, il est prêt à discuter, Olivier Faure. Donc il y aura une discussion là-dessus. Les changements importants consisteraient à remettre le budget entièrement à plat. Donc ça, mais ça, vous êtes contre tout, évidemment, contre tout le budget, je veux dire. Oui, mais sachez qu'aujourd'hui, j'ai discuté encore avec eux il y a 2 jours, les socialistes pensent aussi que tout le budget est à revoir. Nous ferons nos propres propositions et nous verrons comment réagira le gouvernement. Olivier Faure. Oui, mais je vous dis... La porte n'est pas fermée. Eux, ils sont très négatifs. Je vous dis ce qu'ils disent. Il n'est pas sûr qu'ils votent la censure. Aujourd'hui, ils censurent, mais il reste 2 mois. Nous, ce qu'ils nous disent pour l'instant, c'est qu'ils vont voter la censure, sauf si le budget est complètement remanié. D'accord ? Bon, alors, comme je pense que le budget ne sera pas complètement remanié, pour une bonne raison, c'est que cette politique-là, c'est ce qui explique que l'an dernier, en juillet dernier, Emmanuel Macron n'a pas donné la main au NFP. C'est qu'il voulait maintenir sa politique et la politique de l'offre et de compétitivité à laquelle il tient. Une question, coûte que coûte. Et donc, je vous le dis à l'avance, vous verrez que François Bayrou, peut-être, à part les choses qui ont été mises sur la table, comme le plus urticant, style les 2 jours, comme ça, de jours fériés en moins, ne lâchera rien. Oui, mais donc, vous êtes un peu dans un jeu de rôle. Enfin, là, vous parlez justement, vous parlez des jours fériés. C'est intéressant. Il y en a 11 en France. Bon, 11 jours, pardon. Là, on propose d'en retirer 2, dont le lundi de Pentecôte. Il se trouve qu'il y a un député de votre groupe, LFI, qui lui-même disait il faudrait en supprimer 2. Comme on a fait Pentecôte, il faudrait supprimer le lundi de Pâques. Okay. Et là-dessus, j'entends Jean-Luc Mélenchon dire ah non, surtout pas, faut pas faire ça. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est les conquêtes sociales. C'est pas le problème. Est-ce que c'est pas un peu un jeu de rôle facile? Non, c'est pas un jeu de rôle parce que le problème dans ce pays, c'est que le travail n'est pas assez rémunéré. Donc, ce n'est pas l'idée qu'il faut dire aux gens, vous devez travailler plus pour gagner plus. C'est que le travail, le salaire n'est pas assez rémunéré.
Et notamment, il n'est pas assez rémunéré parce que dans le partage de la valeur ajoutée depuis maintenant des années, c'est en train de se déséquilibrer. Ça s'est accéléré depuis 2017 en faveur du capital. Et ça pose deux problèmes. Ça pose le premier problème qui est le défaut majeur de ce budget. C'est que ce budget, il va attaquer la consommation populaire. L'économie en France, elle tient pour moitié du PIB sur la consommation populaire. C'est le fait que la consommation populaire a tenu vaille que vaille, qui depuis 2 ans fait que nous ne sommes pas en récession contrairement aux Allemands. Donc si on attaque, si on n'augmente pas les salaires, si on n'augmente pas les revenus du travail en général, les salariés, mais je parle aussi d'artisans, etc., on ne crée pas les conditions, vous allez avoir un effet récessif sur l'activité économique. Donc non seulement leur politique, elle est inégale, mais elle ne va pas nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Peut-être que les Français, les ménages, ceux qu'ils peuvent, et il y a 19% de taux d'épargne, c'est plus élevé aujourd'hui que ça n'était pendant le 18 et 7 et quelques. Plus que pendant le Covid. Les gens vont peut-être aller piocher dans leur épargne pour consommer. Parce qu'on a l'impression que ces 18%, ils n'existent pas. Non, ils existent, mais attention, le taux d'épargne... Oui, mais on voit gonfler un taux d'épargne parce que les Français ont peur, qui montrent qu'ils ne sont pas très à l'aise, notamment à cause de l'instabilité politique que tout ça génère. Et de l'autre côté, effectivement, c'est de l'argent qui dort sur des comptes. Et de l'instabilité fiscale, ça peut être un paramètre aussi à prendre en compte. Le pari du gouvernement, c'est l'idée qu'en gros, cette épargne, en réalité, elle est à peu près répartie également et que donc les gens vont aller puiser dans leur épargne pour consommer. Sauf que ce n'est pas la réalité. L'épargne, elle n'est pas répartie comme ça. Tous les gens ne peuvent pas épargner dans ce pays. Vous savez que la majeure partie des gens, ils ne savent pas comment ils finissent leur fin de mois. Et souvent, même, ils le finissent à découvert. C'est ça la réalité. Il y a quand même 19% d'épargne. Il y a quand même des épargnants. Mais oui, il y a des épargnants. Mais il se trouve que la plupart des épargnants, et qui s'expliquent justement peut-être par une inégalité des revenus, sont plutôt, on va dire, dans les tranches supérieures. Y compris les retraités. Oui, bien sûr. Bien sûr, sur les retraités, c'est plutôt les tranches supérieures. Donc l'idée qu'on va faire des politiques qui vont toucher tout le monde, classe populaire, classe moyenne, tout le monde va être touché. Puisque les pensions ne vont pas être revalorisées, de retraités, de chômeurs, les allocations non plus. Je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on baisse les revenus de l'État va avoir un impact. Le fait qu'on rembourse moins les médicaments, 2 fois moins en termes de franchise. Donc c'est récessif pour vous, on comprend bien la logique. Mais il n'y a pas que moi qui le dis. À peu près tous les organismes sérieux. Il y a des économistes qui le disent également. Tout à fait. Or, juste un petit peu pour qu'on se resitue, on est dans un moment de l'histoire où on a bifurqué. Jusqu'à maintenant, le capitalisme, en gros, il s'appuyait sur l'idée du libre-échange. Avec Trump, on est rentré dans une guerre commerciale. Et ça ne va pas s'arrêter demain. D'accord ? Donc, la manière de réagir par rapport à ça, c'est justement de faire en sorte, par exemple, qu'on reconquiert un peu de souveraineté industrielle, qu'on soit capable d'être un peu plus... Bon. Et si on ne fait pas ça, c'est ça qui est majeur. C'est pour ça que ce budget me pose le plus de problèmes. C'est que non seulement il est inégal, mais il ne répond pas à cette question de fond. Et la France va décrocher. Le contre-projet, Laurent Geoffroy l'a regardé de près, notamment sur la question fiscale. Et il nous reste 5 minutes, chers amis. Juste en 1 minute. Et je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la mobilisation pour terminer. Laurent. Parce que vous dites que c'est tout mauvais, la gauche, en gros, dit qu'il faut tout changer. Donc j'ai regardé la proposition alternative qui a été formulée il y a 1 an, je pense qu'elle a beaucoup changé. Alors là, évidemment, c'est radical, parce que c'est 100 milliards de plus, en gros, de dépenses, 100 milliards de prélèvements. Et alors, si j'ai bien compris, ça ne touche pas au déficit. Le déficit reste le même, quoi, à peu de choses près. Et je me dis, mais comment on va financer 100 milliards de dépenses en plus, surtout qu'on l'a testé, avec des taux d'imposition qui sont très élevés. J'ai regardé les taux des cadres, par exemple, il va doubler l'impôt sur le revenu des cadres. De la même manière, sur l'héritage, il y a un taux à 100% pour les très hauts héritages. Les très hauts héritages, et c'est la dernière tranche, je comprends. Oui, bien sûr, oui, c'est le taux marginal, on est d'accord. Parce que tout le monde ne le sait pas, des fois. Alors, 90%. 100 milliards, c'est le taux marginal, 100 milliards de dépenses, 100 milliards de recettes, on ne résolve pas les déficits. Alors, j'explique. J'entendais mon voisin dire on l'a essayé en 81. Moi, ce que je constate, c'est que la politique d'offre et compétitivité, on l'utilise depuis 20-30 ans, et on est dans une situation où les inégalités n'ont jamais été aussi importantes dans le monde, et où, malheureusement... Vous l'avez bien déconstruite avec vos arguments il y a un instant. Alors, la vôtre de politique. Vous avez raison. En fait, on compte sur quoi ? Pour être clair, c'est un autre pari. C'est l'idée de dire... Sur la croissance. Oui, c'est-à-dire l'idée que c'est une politique de relance. Sauf que c'est par la bifurcation écologique, c'est la raison principale. Et cette politique de relance qu'on espère, c'est qu'en 4-5 ans, c'était, si vous avez regardé le tableau... 81, mais ça s'est traduit par un fort déficit de la balance des paiements, une hausse du chômage, une désindustrialisation, une explosion des petits emplois de services. Tout ce contre quoi vous vous battez aujourd'hui. C'est pour ça que je comprends pas tout à fait la logique. Mais je peux vous dire aussi que le gouvernement de la gauche plurielle qui fait les 35 heures, il y a la plus grande augmentation au nombre d'heures travaillées en France qu'on ait jamais eue.
Jamais. Absolument. Alors là, en global, je ne crois pas. Sous Jospin, l'économie marche très bien. Bien sûr que oui. On est tiré par une conjoncture internationale. Sous Jospin, on est tiré sur une conjoncture internationale. Non, mais on n'est pas entre nous. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent. En fait, la question, c'est... Non, mais juste une seconde. Juste une seconde. Après, je vous laisse la parole. La question, c'est que dans une économie fermée, comme vous dites, autarcique, on peut en gros faire ce qu'on veut, et puis si on tombe, on tombe. Bon, là, on est dans une économie ouverte. On travaille avec le monde. Alors, vous dites le monde augmente un petit peu, il y a des taxes supplémentaires aux frontières, etc. Ok, mais on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. On ne peut pas faire non plus n'importe quoi. On est soumis à une concurrence. On a aussi des partenaires économiques. Donc, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est l'idée que on veut, alors on peut. Non. Excusez-moi, mais en tout cas, moi, l'autre chose extraordinaire, c'est le fait de dire on va faire en sorte que, de manière historique, on fasse des cadeaux aux ultras. Et quand je dis des cadeaux, c'est que ça paraît peut-être étonnant. Mais si, par exemple... On va m'obliger à défendre les riches, ce qui est quand même un paradoxe. Mais non, mais parce que vous dites ça, mais vous faites comme si c'était pas de l'argent investi et réinvesti. Mais non, justement. En fait, les très grandes fortunes sont celles qui réinvestissent le plus. Les très grandes fortunes sont celles qui réinvestissent le plus. C'est elles qui tirent le moins de leur capital. Elles mettent tout dans leurs groupes familiaux et dans le dividende. En action. Que nous avons, je vous le dis, c'est que cette politique qui a été mise en place, qui fait par exemple que les 500 personnes les plus riches, d'accord, de ce pays possédaient 22% du patrimoine national. En 2017, elle possède 39%. Elle a légèrement diminué parce qu'Issouf Carnot a perdu. Il faut faire la taxe Zucman, voilà, c'est vrai. Bien d'accord. Donc, par exemple, déjà, la taxe Zucman, c'est 15 milliards. Déjà, vous voyez, on ne va pas les prendre là, on n'y est pas du tout, puisque ce n'est pas les mêmes assiettes. C'est prévu dans ce budget. Et on ne va pas rouvrir le débat sur la taxe Zucman, on pourrait vous répondre. Je lui réponds juste sur un point. Il y a eu cette politique qui a été faite. Et dans l'espoir, c'était l'espoir. Et moi, je veux bien le croire, le maire. Il était honnête. Il me dit, c'est fait en sorte qu'ils investissent. Ben, le bilan, c'est que la part d'investissement du privé en France depuis 2017, dans le total des investissements, recule. Donc, et c'est l'investissement public, et notamment de les collectivités territoriales, qu'on va affaiblir qui tient les choses. Oui, mais c'est important de le dire, ça ne marche pas. Argumentative. Il nous reste une minute. On va donc tout droit vers la censure, à ce stade. Peut-être que ça bougera, mais vous déposerez une motion. Vous la déposez une fois que le budget est discuté ou avant ? Ça se discute. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'on peut essayer de gagner du temps. Il y a justement une stratégie sur le calendrier. À partir du moment où, si on a un budget dont on sait qu'en réalité, on pourra modifier ce qu'on veut, comme on a fait la dernière fois, et ça se terminera en 49.3, on peut tous être tentés de dire autant gagner du temps, de façon à ce qu'on ouvre la situation. La volonté des insoumis à l'Assemblée. Pour un autre budget après. Mais je ne crois pas que ça soit que nous qui pensions à ça. Le RN aussi y pense ? Je ne parle pas du RN, je parle de la gauche. De la gauche. La mobilisation, vous avez vu l'appel de la CGT, qui n'exclut pas de descendre dans la rue. Vous y serez aussi ? Vous appelez... S'il y a des mobilisations, je les soutiendrai. Mais dès la rentrée. Ce n'est pas à moi de décider pour les syndicats des mobilisations. Bien évidemment. Dernière question avant de retrouver notre prochain sujet. Est-ce que vous avez vu décidément la une de l'opinion du jour, l'inquiétante révolte de la France qui paie, avec ce mouvement, c'est Nicolas qui paie sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi, certes, il fait un carton sur hashtag sur les réseaux, mais il y a aussi le mouvement des gueux contre la bureaucratie, contre les normes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, mais ce papier dit attention, finalement, ces actifs qui gagnent mal leur vie, ces classes moyennes et populaires, ça ressemble aux gilets jaunes, ça pourrait être une nouvelle forme de gilets jaunes. Oui, attention, Nicolas qui paye, c'est pas les classes populaires, hein, c'est des cadres. C'est les actifs cadres, c'est vrai, mais en tout cas, le prénom est bien choisi. Il y a quelque chose qui vous inquiète, comme nos confrères de l'opinion ? Je pense qu'il y a quelque chose qui monte en France. Et je ne dis pas que ça m'inquiète, parce que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir une mobilisation sociale forte pour arriver à tout bouleverser. Vous pensez que les Français peuvent se révolter avant la présidentielle ? Il y a un rendez-vous dans les urnes ? Vous rêvez encore de révolution ? Oui, de révolution citoyenne. Vous êtes resté encore LCR, la Ligue, allez, on y croit, on y va. Moi, je crois par une révolution par les urnes. Je pensais que j'avais affaire à un social-démocrate. Je crois à une révolution. Non, vous êtes trompé. Je crois à une révolution par les urnes. Mais pour ça, il y a un rendez-vous, ça s'appelle la modification. En général, ça se passe par mobilisation sociale. Et que je sache, constitutionnellement, le droit de grève et tout ça est quand même respecté dans ce pays. Donc je pense que, vu là où on en est, on peut effectivement avoir un mouvement de type gilet jaune, parce que je vous assure que les gens considèrent que les gens n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'ils voient ces injustices. Est-ce que c'est le moment de faire une grande commotion politique alors qu'il y a une présidentielle dans un an ? Vous répondez, mais rapidement. Peut-être qu'il aurait fallu que Emmanuel Macron se rende compte il y a un an, quand il a dissous et qu'il a décidé de laisser les minoritaires continuer à gouverner. Merci infiniment. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été notre invité pour ce tour d'horizon sur ce budget et déjà la rentrée qui s'annonce musclée.